Alors, la première question, que signifie la forêt modèle? La forêt modèle, pour moi, c'est un espace qui comporte plusieurs composantes, pas uniquement la forêt, les composantes qui sont gérées en interdépendance, en complémentarité avec la composante forestière, et surtout donc la composante pastorale, les parcours et l'agriculture, et le paysage, donc le paysage, la qualité du paysage et la facette touristique du paysage. Donc, et d'ailleurs, dans nos contextes méditerranéens, et surtout dans la Méditerranée du Sud, nous avons chaque espace, donc avec ces trois composantes, elle est exploitée par un certain nombre de groupes, des entités humaines différentes. C'est pour cela que pour nous, la forêt modèle, compte tenu de ces principes, ils collent bien avec la réalité du terrain. La réalité du terrain, parce que nous avons un territoire, nous avons une population qui vit, et nous avons donc une population qui vit, nous avons un système d'exploitation qui est appliqué sur ces espaces. Alors, donc pour la gestion durable de ces écosystèmes, aussi bien forestiers que pastoraux, donc demande donc un certain nombre de principes donc, qui sont adoptés maintenant depuis plusieurs années par les compétences et par les administrations territoriales qui s'intéressent aussi bien au secteur environnemental, agriculture et forêt, c'est que les principes de la territorialisation des actions des projets, l'action en partenariat et avec un plan d'aménagement intégré de toutes les composantes, de toutes les actions. Parce qu'effectivement, il faut des actions transversales, il faut un partenariat de proximité avec tous les acteurs, y compris les acteurs locaux, les décideurs locaux. Alors, la forêt modèle donc d'Ifrane a été créée dans cette mouvance donc de création des forêts modèles en Méditerranée, et d'ailleurs suite à la création aussi du réseau méditerranéen des forêts modèles, donc de la création des forêts modèles au sud de la Méditerranée, au nord de la Méditerranée, et donc depuis que l'État marocain, via le Haut Commissariat des eaux et forêts contre les certifications, a signé le mémorandum. Donc la dite administration, donc le Haut Commissariat, a choisi comme première forêt modèle Ifrane. Pourquoi Ifrane? Ifrane a été choisi parce que c'est un cas d'école, il y a eu beaucoup d'études, donc on a un capital, donc on veut justement valoriser, on veut capitaliser l'expérience déjà existante et appliquer les principes de la forêt modèle qui sont identiques aux principes de l'aménagement du parc national d'Ifrane. Alors, donc il y a eu tous les acteurs, tous les collèges ont été associés et on a opté pour le modèle d'organisation en association. Et cette association, donc, Forêt modèle d'Ifrane, a été créée lors de sa première assemblée constitutive au début février, au 13 février 2010. Donc la forêt modèle, c'est la province d'Ifrane, et lorsqu'on dit la province d'Ifrane, c'est-à-dire avec les trois composantes, l'agriculture qui couvre 23% du territoire, les parcours qui couvrent 44% du territoire, et les forêts qui couvrent 33% du territoire. Et donc, au niveau de la province d'Ifrane, il y a 21 unités socio-territoriales qui partagent la gestion de l'espace, c'est-à-dire les trois composantes, parce que chaque espace, chaque unité socio-territoriale, est composée de ces trois espaces que je viens de dire. Donc voilà donc pour la deuxième question. Donc les objectifs de la forêt modèle, ils sont de 5. D'abord, la contribution à la mise en place de mécanismes et modalités de gestion durable des ressources naturelles et du paysage. Donc là, je pense qu'il y a une volonté, il y a une dynamique, il y a
donc qu'on veut instaurer et pour la gestion durable des ressources naturelles. Et on voudrait et on se fixe comme objectif que la forêt modèle soit un contribuant peut contribuer positivement et efficacement à ce mécanisme. Deuxième objectif, c'est la préservation et la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes naturels. Bien sûr, la province d'Ifrane, elle est très riche en biodiversité, aussi bien floristique que floristique. Il y a des sites Ramsar, il y a des espèces emblématiques de la province, de la région du Mont Atlas, telles que le singe, Mabo. Et il y a donc des sites Ramsar où nichent, où passent un certain nombre d'oiseaux, un certain nombre d'oiseaux et de faune qui est intéressante, qui a un intérêt international sans discussion. Le troisième objectif, c'est la contribution à la valorisation du niveau de vie de la population locale. Alors, tout développement durable, tout développement, conservation des ressources naturelles doit passer par le développement de l'homme. Alors, on ne peut pas demander aux gens de respecter la forêt, de respecter les ressources naturelles, de gérer durablement les ressources naturelles, s'ils ne peuvent pas satisfaire, s'ils ne peuvent pas avoir les moyens pour satisfaire leurs besoins quotidiens en pain, en produits de première nécessité. C'est pour cela qu'on encourage, on vise d'encourager la création des activités génératrices de revenus, la valorisation des produits terroirs, etc. Donc le quatrième objectif concerne la valorisation du patrimoine et des produits terroirs. Le patrimoine, donc le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, mais aussi les produits terroirs, parce que la zone est très riche en plantes médicinales, aromatiques médicinales, et ils sont collectés, ils sont vendus comme ça directement aux collecteurs, aux intermédiaires, et donc il y a une plus-value qui va ailleurs chez les investisseurs, chez les intermédiaires, et la population ne profite que d'une partie du prix. Donc, mais aussi il y a le patrimoine culturel et naturel. Le cinquième objectif, c'est l'éducation, la sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Bien sûr, notre premier d'ailleurs, c'est cet objectif qu'on a commencé à appliquer, à réaliser, c'est on ne peut pas passer aux actions directes sur le terrain de valorisation ni de sensibilisation, de participation de la population à la gestion durable des ressources naturelles sans les sensibiliser, les approcher, leur montrer justement l'intérêt des ressources naturelles, de la forêt et des ressources naturelles de manière générale pour le bien-être actuel et pour le bien-être de des générations futures. Alors, en ce qui concerne la troisième question qui est, la forêt modèle est actuellement créée, bien sûr, il a une personnalité juridique reconnue par la législation en vigueur au Maroc, et nous sommes dans un système où donc, nous avons associations, donc à but non lucratif, des associations donc, apolitiques. Il ne fait pas de bénéfices, donc les volontaires. Cette association, donc, il a une assemblée générale, il a un conseil d'administration. Alors l'assemblée générale, il fait élection donc, du président, du secrétaire général et du trésorier au niveau de l'assemblée générale pour 4 ans. Chaque collège, il y a 7 collèges. Donc le collège des élus, le collège des associations de gestion de territoire, les autres associations, le privé, les ingénieurs-chercheurs, les cadres des techniciens des administrations publiques et le privé aussi. Donc il y a aussi les giteurs, tout le monde est concerné. Il y a 7 collèges, tout le monde est concerné. Et chaque collège donne un représentant au niveau du bureau exécutif. Donc c'est pour cela que nous avons 7 plus 3, plus un représentant du parc national. Donc nous avons 11 membres au niveau du bureau exécutif de l'association. Donc l'association, donc l'organe exécutif, donc c'est le bureau, et l'organe d'approbation c'est le conseil d'administration, et l'assemblée c'est pour les orientations générales tous les 4 ans, et il renouvelle le bureau tous les 4 ans. Donc
ça sur le plan juridique. Donc nous avons l'association, il a reçu les papiers définitifs, donc légal, c'est une association légalement, définitivement créée, donc ça, il n'y a aucun doute. En ce qui concerne la structure de la FMI, la FMI, il y a donc, comme je viens de dire, il y a une assemblée, il y a un conseil d'administration, il y a un bureau exécutif, et sur le bureau exécutif, il y a des fonctionnaires, des employés, il y a la direction technique, il y a des animateurs qui sont chacun chargés de réaliser sur le terrain les activités de la FMI. Donc chacun s'occupe en fonction des affinités d'une des 4 commissions. Donc il y a la commission la conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles. Deuxième commission, c'est l'évaluation des produits locaux et de l'écotourisme. La troisième commission, c'est l'éducation à l'environnement, système d'information et communication. Et la quatrième commission, bien sûr, c'est l'administration et comptabilité, parce que nous devons donc tenir une comptabilité en fonction des normes qui sont dictées par notre appui et celui de l'organisme qui nous soutient, qui est les ressources naturelles canadiennes. Donc les commissions, donc il y a les animateurs travaillent ensemble, mais chacun il y a un certain penchant, donc ça veut dire que quelqu'un, la commission, en ce qui concerne la commission de la biodiversité et gestion des ressources naturelles, donc il s'occupe de toutes les pannes, tout ce qui est valorisation des pannes, tout ce qui est justement bois de feu, gestion durable du bois de feu. Donc c'est tout ce qui est relatif donc, à la gestion durable des ressources naturelles. Pour la deuxième commission de valorisation des produits locaux, donc l'écotourisme, donc là, c'est par l'organisation et l'aide les populations à s'organiser, donc en association, et les associations à se mettre donc à préparer, donc à cibler les gens pour monter des projets de valorisation des produits, aussi bien de panne que d'autres produits. Il y a beaucoup de produits, il y a le lichen, mais aussi l'écotourisme. Donc on a aussi essayé de développer, on essaie de développer le tourisme pour et par la population rurale, c'est-à-dire des gîtes chez l'habitant. Et nous avons un circuit qui est mis en place dans le cadre du parc national, et on veut justement encourager la mise en place, la mise en fonction, le fonctionnement de ce circuit par donc le soutien via des projets NDH. Donc on aide les associations à monter des projets pour l'éducation, pour les gîtes chez l'habitant. L'éducation à l'environnement et système d'information de communication, bien sûr, ça nous avons un travail, nous avons commencé beaucoup de travail de sensibilisation à tous les niveaux, au niveau des élèves, des écoles, au niveau de la population, des associations de gestion des ressources naturelles, au niveau des élus, au niveau donc même des sites de pique-nique, de fréquentation par la population. Et d'ailleurs, tous les animateurs sont concernés, parce que d'ailleurs nous avons eu une petite convention avec la santé pour la sensibilisation de la population contre la pollution liquide et solide dans les lieux fréquentés hebdomadairement par les pique-niqueurs, par les touristes aussi bien locaux que locaux. Donc là, il y a certaines activités qui sont au niveau des commissions, ils sont réalisées partout. S'entraident, les animateurs s'entraident et ils les réalisent ensemble. Bien sûr, pour l'administration de la comptabilité, bien sûr, un animateur, donc il est chargé de la comptabilité, mais en binôme avec l'assistante administrative avec laquelle il s'occupe un peu de la mise à jour et de la tenue réglementaire et adéquate des pièces comptables. Alors, en ce qui concerne la cinquième question, les forêts modernes.
sont-elles toutes égales, sont toutes égales. Dans les principes, je pense que toutes les formes modèles adoptent les mêmes principes. Mais en fonction des contextes socio-économiques et le contexte socio-écologique, il y a une similarité, mais il n'y a pas une égalité. Par exemple, la pression humaine que nous avons au sud de la Méditerranée on ne la trouve pas au niveau du nord de la Méditerranée. Donc nous devons gérer les ressources naturelles durablement, tout en répondant aux besoins de la population qui y vit quotidiennement, qui tire ses besoins quotidiennement. Donc c'est là un peu je dirais un peu la grande difficulté où réside la difficulté pour résoudre cette équation qui est difficile à résoudre, c'est assurer une gestion durable tout en assurant les besoins quotidiens de la population. Les besoins quotidiens de la population les plus importants sont le forage, parce que l'économie rurale, c'est la base, c'est l'élevage. Il y a aussi le bois de feu, parce que la population se base sur le bois de feu tiré de la forêt pour les repas, les 3 repas du jour, de la journée, mais aussi pour le chauffage en période hivernale. Donc c'est là où c'est cet aspect, la pression, ou je dirais l'utilisation, l'usage qui est fait de nos forêts, qui rend un peu les forêts modèles de le sud de la Méditerranée ne sont pas égales à celles du nord de la Méditerranée ou bien des autres pays comme le Canada, etc. Nous avons les mêmes objectifs, on converge vers les mêmes objectifs, on utilise les mêmes principes, on partage principalement les principaux objectifs, mais ils sont pas la problématique n'est pas la même. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les forêts modèles ne sont pas égales, mais il y a des similarités, il y a des similitudes, il y a des choses à partager, surtout en matière de valorisation du produit terroir, en matière d'écotourisme, etc., qui peuvent être partagées par toutes les forêts modèles, aussi bien en Méditerranée qu'ailleurs. Alors, la 6e question, oui, bien sûr, on arrive à la 6e question et la 7e d'ailleurs, qui sont, donc la 6e dit, quels sont les impacts et les bénéfices de la forêt modèle sur le territoire. Certes, il y a déjà le premier impact, c'est cette conscience qui est croissante au niveau de la population vis-à-vis de la conservation des ressources naturelles. Le fait que la population s'organise maintenant d'elle-même, parce qu'on est parti, on a commencé, il y avait 6 associations, maintenant on est à 12 associations territoriales. Et d'ailleurs, nous avons constitué dernièrement une fédération des associations de gestion psychopastorale pour justement avoir un interlocuteur, et essayer d'avoir des projets fédérateurs, parce qu'ils ont la même problématique. Deuxième, comme type d'impact, par exemple, nous avons travaillé sur la gestion durable du bois de feu. Donc la gestion durable, ce qui dit la gestion durable du bois de feu, c'est la gestion durable des forêts, des écosystèmes forestiers. Nous avons travaillé sur l'économie du bois énergie, parce que les 2 principaux facteurs de dégradation des forêts, c'est le surpâturage et la surexploitation du bois de feu. Nous sommes arrivés à économiser au niveau du poste-pain jusqu'à 85% de l'énergie avec un four amélioré et multi-usage. Donc avec le même feu, on fait du pain, on cuit le repas et on chauffe la maison. Or, avant, dans le système traditionnel, on cuit le pain à l'extérieur dans un grand four et on fait le repas sous un autre feu. Et on chauffe la maison avec un four semi-traditionnel, etc. Donc on a essayé d'optimiser l'utilisation, d'avoir une efficacité énergétique. Donc c'est pour cela que ce travail donc, sur le bois énergie donc, a été très apprécié,
parce qu'on a fait une journée de vulgarisation, il a été apprécié aussi bien par la population, les concernés, mais aussi par les forestiers qui vont développer très bientôt une quarantaine, une cinquantaine de fours améliorés pour une zone où la pression sur la forêt est énorme. Et d'ailleurs, ce four amélioré, on l'a présenté dans le cadre de la Foire internationale de Meknès. Et il a intéressé beaucoup de gens en dehors de la province d'Ifrane. Et nous avons donc certainement, ça fera tâche d'huile. Deuxième, d'autres impacts, d'autres types d'impacts, c'est que la forêt modèle s'est intéressée au patrimoine culturel. C'est dans notre objectif et on s'intéresse à notre patrimoine culturel. Nous avons d'abord essayé de voir, d'approcher les poètes locaux à Mazir et on leur a demandé, donc nous avons fait une première édition l'année dernière, on va faire une deuxième édition cette année et on a sur le thème, donc la première édition sur le thème poésie, environnement et protection de l'environnement, conservation de l'environnement. Et nous avons fait un petit point, un concours symbolique et nous sommes arrivés à extraire des messages forts que nous avons utilisés, que nous utiliserons dans la sensibilisation de la population, mais qu'on va valoriser, on va éditer dans le cas avec l'aide de l'Institut Royal de la Culture Mazir, l'ERCAM, on va éditer un petit bouquin. Et d'ailleurs, toute la population locale, les poètes, ils étaient très contents parce que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à la culture amazigh et essaie d'en tirer quelque chose de bénéfique pour l'avenir. Parce que dans la tradition, la civilisation, la culture, les civilisations, les traditions, ils sont véhiculés à travers de bouche à oreille, donc à travers la poésie, à travers les chants, etc. Donc nous avons voulu donc utiliser le patrimoine, valoriser ce patrimoine naturel, valoriser le patrimoine culturel et essayer de tirer profit des messages qui sont contenus dans dans la culture amazigh. Alors la dernière question. Quelles sont les idées, les attentes concernant l'avenir? Oui, l'avenir, effectivement, la première question qu'on se pose, est-ce qu'on aura un appui similaire ou identique que nous avons durant ces 3 ans des ressources naturelles canadiennes pour la suite après mars 2013. Certes, nous avons fait beaucoup de choses, la forêt modèle est très connue, elle est très connue à l'échelle nationale et même internationale. Nous avons un site développé qui est consulté par beaucoup de gens. Et certes, ceci ça a été facilité par les moyens que les ressources naturelles canadiennes ils ont bien voulu mettre en disposition. Et je tiens à leur remercier donc de leur appui qui était précieux. Mais si on n'aura pas les mêmes moyens ou pas beaucoup de moyens dans l'avenir, certes que nos activités vont être affectées négativement, on n'aura pas la même vitesse, la même lancée. Notre lancée va diminuer, mais on essaiera de faire de notre mieux pour que notre lancée continuera, ne s'arrêtera pas, ne chutera pas rapidement. Mais en matière de projets et d'action dans le cadre de nos projets, nous projetons de faire des actions de terrain. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés à s'introduire bien, à gagner la confiance de la population et nous avons donc pu développer, repérer des créneaux de développement
Nous sommes en train d'essayer nous sommes en train d'essayer des cultures du safran. Le safran, il a une rentabilité, une valeur, un revenu, une valeur, il peut dégager une valeur économique très importante. Nous avons donc commencé à domestiquer des plantes aromatiques et un essai de domestication. Nous avons fait un essai de domestication de la plante des chrysanthemums, ce que vous appelez ici le petit pérêtre. Et le pérêtre aussi, nous allons faire un essai de domestication pour justement essayer de faire retourner ces espèces qui sont devenues rares en voie de raréfaction, parce qu'il y a un grand profit à tirer de là. Et si on démontre aux gens que c'est possible de cultiver, de domestiquer ces plantes, c'est certes que le profit économique et financier de ces cultures de plantes est beaucoup plus supérieur que le céréal qu'ils cultivent dans leur... Donc notre objectif, notre avenir, c'est essayer de chercher, parce que l'économie de base, la base de l'économie rurale, c'est l'élevage. Nous sommes convaincus que dans le contexte actuel, vu la réduction du potentiel pastoral, vu la réduction de la superficie des parcours, que cette activité économique n'est plus viable, ne peut pas être rentable dans le contexte et dans les conditions actuelles. C'est pour cela qu'on vise de réorienter, réorienter l'économie rurale, de supporter l'élevage par d'autres activités et de soulager un peu le fardeau économique qui est posé sur l'élevage sur d'autres piliers secondaires tels que les produits de terroir, la valorisation des produits de l'élevage tels que la laine, l'amélioration de la race, etc., etc. Donc là, nous avons cette conviction, et nous voulons à démontrer aux gens qu'on peut vivre aisément avec d'autres spéculations, d'autres activités économiques, même s'ils ne sont pas d'apparence, ils ne sont pas importants, ils ne dégagent pas beaucoup de bénéfices, mais 2-3 activités avec l'élevage, ils peuvent bien supporter l'élevage, ils peuvent bien donc supporter surtout le déficit qui est laissé par l'élevage, parce que le déficit est dû à la rentabilité, mais est dû à l'insuffisance des ressources pastorales. Donc l'avenir, donc certes qu'on ne le maîtrise pas, mais nous avons des projections. Nous avons des projections qu'on essaie de partager avec les acteurs principaux, l'agriculture, les eaux et forêts. Ils sont de notre côté, ils sont avec nous, mais j'espère qu'on aura les moyens pour les accompagner, et merci.